Chapitre 1. La mort bourdonne. Je suis resté sur la ligne de feu comme sous-lieutenant d'infanterie, puis lieutenant, puis commandant de compagnie du mois d'août 1914 au soir du 25 avril 1915. Séjour relativement bref si l'on compte chronologiquement. Long séjour, plus de la moitié de la guerre si l'on prend comme référence le chiffre proportionnel des morts. J'ai vécu la guerre de mouvement, le passage de la Meuse, la retraite, les jours de la Marne, les batailles des Hauts-de-Meuse à l'automne, les massacres dans la boue des Éparges, la guerre de mine, les surprises, les alertes, comme cette affaire de la tranchée de Calonne où 3 balles devaient m'abattre. Ce fut la 3e fois que, normalement, j'aurais dû être tué. La seule, en vérité, où la mort m'a désigné, saisi, entraîné vers l'autre côté. De ces 3 fois, pourtant, la moins brutale, la plus clémente, la plus douce. J'y arriverai le moment venu. Auparavant, il me semble nécessaire de reparcourir les chemins qui m'ont conduit vers ces affrontements. Il y a eu une approche du danger avec ses hauts et ses bas, ses esquives raisonnées et ses ruses instinctives, ses fléchissements, ses sursauts courageux. Il s'agit bien du danger de mort, d'une mort qui cesse d'être perçue comme un concept, mais tout à coup et continuellement, comme une présence aussi réelle que, par exemple, celle d'un frelon qui va bourdonner tout autour de votre tête, s'éloigne un peu, revient, vous horripile la peau du frôlement de ses ailes et qui, d'un instant à l'autre, peut piquer, va piquer. Et s'il pique... Loin que j'ai oublié l'épouvante et la révolte qui saisissent un enfant lorsque, pour la première fois, il conçoit l'idée de la mort comme une fatalité personnelle inéluctable. Je pense à une prise de conscience de nature entièrement différente, telle aussi assurément que la peur y reste liée, mais qui souffre l'accoutumance et même, à la limite, une sorte de familiarité. Cela ne va pas sans lutte. Mais cette éducation de soi ne se dérobe pas toujours à la lucidité du contrôle et aux prises de la volonté. J'ai évoqué, dans un de mes récents livres, 2 scènes dont mon enfance a été profondément marquée. Je les rappelle ici parce qu'elles correspondent assez bien, l'une au premier, l'autre au second, des modes de connaissance que je viens de distinguer. Avais-je 4 ans en ce jour de printemps radieux où j'ai vu, dans la paix de notre cour, un chevreau blanc téter au biberon ? Il était allongé dans le giron de notre bonne. Cette jeune femme l'entourait de son bras, le visage un peu penché, illuminé par un sourire qu'il faut bien dire maternel. On n'eût rêvé plus attendrissant spectacle. Ce geste féminin, ce sourire, ce petit animal ravissant, neigeux, soyeux, plein de vie, qui poussait son museau impatient comme il l'eût fait aux mamelles d'une chèvre. Et soudain cette pensée fulgurante, atroce. On va le tuer, le cuire, le manger. Je hurlais à la mort comme une bête. Qui m'eût fait taire ? Il fallut que ma mère m'emportât dans ses bras. L'autre souvenir me retrouve grand garçon. J'étais dans ma 9e année, convalescent d'une fracture, je m'étais vu condamné à tremper ma jambe cassée pour la revigorer dans le sang d'une vache égorgée. Cela se passait dans l'échaudoir d'un boucher. J'étais là, sagement assis sur une chaise. L'homme assommait la bête devant moi d'un coup de merlin qui l'abattait. J'avais beau détourner les yeux, rien ne m'échappait de ce meurtre. Chaque pas de la bête sur le sol cimenté, le raclement dans l'anneau de fer scellé au bord d'un caniveau pavé, du licou hâle par le bourreau, la grosse tête masquée de cuir noir qui s'inclinait jusqu'au toucher le sol, le âne de l'homme, le choc affreux du merlin qui frappait, le fracas mou du grand corps qui s'effondrait. C'est alors que pour la première fois, j'ai vu couler le sang rouge d'un rouge éclatant au sortir même du corps qui l'animait. Je l'entendais teinter spasmodiquement en heurtant le fond du seau, grésiller en moussant, quand le boucher, avec un sourire de brave homme, apportait vite et posait ce seau devant moi. « Allez, vas-y, n'aie pas peur !» Mais ce n'était pas avoir peur. J'étais bouleversé, écœuré, mais terriblement attentif. C'était chaud, enveloppant. Cela vivait contre ma peau, plus chaud qu'elle, et bientôt juste aussi chaud, et peu à peu presque aussi chaud, à peine chaud, plus froid, vraiment froid. Une chose morte,
un énorme caillot tremblant, une gaine molle dont j'arrachais péniblement ma jambe, d'où elle sortait enfin avec un bruit de succion goulu lorsque l'air s'engouffrait dans le trou qu'elle abandonnait. M'eût-on décrit d'avance ce rite barbare et le rôle qui m'y était assigné, je pense que j'aurais fui vers quelques asiles inaccessibles. Mais je restais, tenue par une discipline familiale et sociale qui à la lettre me possédait, maintenue et même rappelée d'un abattage au suivant par une prise en main involontaire qui sauvegardait vaille que vaille mon instinct de liberté, et non, pas m'habituant jusqu'à vaincre mon refus profond mais acceptant l'affreuse réalité à laquelle j'étais confrontée. Je ne sais plus si j'ai songé à ces épreuves enfantines quand je me suis vue au contact de la réalité guerrière. Peut-être à Essen le soir qui a suivi mon arrivée au front, en voyant un soldat aux bras nus égorger un mouton étendu et lié sur une porte. Si j'y songe aujourd'hui, c'est à cause d'une similitude qui unit encore à mes yeux l'un et l'autre souvenir. Similitude qui dépasse l'incident, car il allait s'agir cette fois d'une habitude à conquérir, d'une adaptation à parfaire, si laborieusement et douloureusement que ce fût, sous peine d'une désagrégation intérieure progressive et sans recours. Il faut dire que le temps nous était marchandé. Un test, si j'ose ainsi parler, n'attendait pas le suivant. Les pulsations encore lointaines du canon, bientôt les coups de départ énormes de nos pièces de 120, à la lisière des bois de Sept-Sarges, puis les abois des 75, déjà le vol des obus sur nos têtes, sifflements rageurs des petits calibres, ronronnements soyeux des gros, ces chuintements presque lents qui nous faisaient lever la tête et chercher des yeux dans le ciel ces étranges choses porteuses de mort. Un peu plus tard, très peu, quelques heures, il semble lorsque ces choses fondent sur nous et qu'elles tonnent en éclatant que leur poids est soudain centuplé. La terre tremble sous nos corps, on en compterait chaque pulsation. Hors des ramures déchiquetées, jaillissent des tournoiements de feuilles qui assombrissent encore sous le ciel des fumées noires, des fumées rousses. Le tronc d'un hêtre frappé de plein fouet craque de toute sa membrure serrée, se brise soudain, s'abat dans un crépitement de branches, de stridence pareille à des cris. Nous sommes plaqués contre le sol, genoux et ventre, les épaules et la tête sous le sac. Cela s'appelle faire la tortue. Pendant une brève accalmie, je risque un œil hors de la carapace. Et je vois le regard d'un homme qui fait flèche au-devant du mien. C'est le premier. Pendant la seconde qui suit, 2, 3 autres regards m'atteignent. Tous ont la même expression attentive, sans malveillance aucune, mais très aiguë. Voilà une aide que je n'attendais pas. J'ai senti une onde chaude, merveilleusement tonique et bonne, se propager dans tout mon être. Une vérité à passer, bienveillante, bienfaisante, que je me rappellerai désormais. C'est un des privilèges de l'officier de troupe que d'être ainsi conduit à l'oubli de lui-même par la conscience acquise de ses responsabilités. Des privilèges, il y en a eu quelques autres, plus tard, d'ordre matériel ceux-ci, à partir du moment où la routine des secteurs a ramené les bataillons dans les mêmes cantonnements de repos. Un lit souvent, un toit, une popote que venaient varier à l'occasion les facilités de la solde. Mais pendant les premiers mois, il partageait intégralement la misère et les souffrances de ces hommes. Les mêmes marches harassantes, la même soif, le ravitaillement incertain, les raves déterrées dans les champs, la dysenterie, la paille des granges, les nuits glacées sans couverture, les heures de pluie interminables dans le fond visqueux d'un fossé, et, bien sûr, les mêmes dangers. Un peu plus même, s'il est possible. Devant le froid, la faim, la boue, 2 hommes grelottants qui se serrent l'un contre l'autre, la chaleur qu'ils partagent est la même. L'un d'eux eut-il un galon sur la manche. Mais au feu, ce galon comptait. Signe visible d'autorité, il n'eût été que ce signe, et rien d'autre, s'il n'eût d'abord obligé corps et âme le garçon qu'il désignait. Souvent presque un gamin encore. C'était mon cas. Je n'avais pas tout à fait 24 ans, mon camarade Porchon, 21. Ce galon neuf barrait les travers de nos manches, de surcroît une large bande noire, sous la vareuse agrémentait nos culottes Garance. C'est une sensation très particulière, dans le crépitement anonyme d'une bataille d'infanterie en rase campagne, de se rendre compte tout à coup que l'on est personnellement repéré, visé par un tireur d'officiers, assisté d'un homme à jumelles,
en hommage à ces bandes noires et à ce beau galon d'or. S'arranger de cette sensation-là, c'était déjà parfaire l'apprentissage, s'aguerrir en improvisant. Mais je viens d'anticiper. Entre les chaudrons de cette Sarge et ce 6e jour de septembre, pour nous, premier jour de la Marne, nous avions dû subir quelques autres marmitages. Les Allemands n'avaient pas que des tireurs d'élite et de bonnes jumelles d'Inéa. Ils disposaient aussi d'obusiers lourds dont la portée excédait de plusieurs kilomètres celle de Nori Mayos. Ainsi, ces premiers duels d'artillerie justifiaient-ils déjà l'ironique définition qu'allaient adopter les pousse-cailloux. Ils se réglaient sur le dos des biffins. Même dans une tranchée dite pour tirailleurs debout, on se sent incroyablement vulnérable. Et les minutes entre les rafales paraissent ne devoir point finir. Je vois encore 2 de mes hommes ayant décroché leur pelle pioche, creuser frénétiquement dans la paroi face à l'ennemi des niches profondes, des espèces de terriers où ils s'enfonçaient peu à peu jusqu'à ne plus montrer que la rondeur de leurs séants et les clous de leurs semelles. Peut-être cela m'a-t-il distrait, je pense que j'en avais besoin. Le bombardement s'apaisa. Le soleil se couchait dans un ciel purifié, un rayonnement splendide et doux. Je sortis de la tranchée, heureux de me détendre dans le frais crépuscule, de marcher à travers la luzerne, grasse et lustrée, où la tranchée n'était déjà plus, à quelques pas, qu'une griffure pâle à peine distincte. Mon pied entre 2 touffes fit teinter une chose dure et lourde. Je me baissai, ramassai une fusée de cuivre, encore chaude, gravée de lettres et de chiffres. Des éclats luisaient çà et là. J'en ramassai aussi quelques-uns monstrueux, des espèces de demi-obus arrachés dans toute leur longueur, déchiquetés en tranchants barbelés, en dents de scie meurtrières. Je les soupesai à loisir, passai et repassai mon doigt sur leurs aspérités terribles. L'imagination était facile et provisoirement désarmée jusqu'aux prochains éclats que nous entendrions ronfler, dont le vol bourdonnant nous ferait courber la tête, frelons de guerre en quête d'hommes à tuer.